On peut distinguer 3 sens de l'authenticité. On qualifie d'abord d'authentique ceux dont l'origine ou l'auteur sont certifiés, comme lorsqu'on parle d'un authentique Vermeer ou de l'authentique cidre breton. L'authentique s'oppose alors à la copie, à l'imitation, au produit frelaté qu'on juge d'emblée inférieur à l'original, voire carrément suspect ou dénaturé. Par extension, et deuxièmement, sera dit authentique ce dont la vérité ne peut être contestée. Le récit de la prise de la Bastille est une histoire authentique, elle nous raconte des faits qui ont réellement eu lieu. Dans ce deuxième sens, l'authenticité s'oppose à la fausseté, et même au mensonge, à l'imposture, de ce qui n'est pas fidèle à la réalité et qui veut se faire passer pour vrai. On qualifiera alors d'inauthentique une déclaration ou un témoignage fabriqué en vue de tromper autrui, de susciter en lui une fausse croyance et de tirer ensuite parti de cette crédulité. Ces 2 premières significations nous renseignent enfin sur le 3e sens qu'on donne à l'adjectif authentique et qui nous intéresse plus particulièrement lorsqu'on l'utilise non plus pour qualifier des objets, mais des sujets, des individus. Qu'est-ce qu'un homme authentique ? Qu'a-t-il de spécifique ? On peut remarquer qu'il est souvent plus facile de le reconnaître parmi ses semblables que de définir ce qu'il distingue des autres, car nous percevons intuitivement l'authenticité chez autrui sans savoir vraiment à quoi elle tient. Nous dirons, pour le moment, qu'on est authentique lorsqu'on est fidèle à soi, qu'on exprime la vérité profonde de son être au lieu d'adopter des attitudes empruntées, artificielles, bref, qu'on se révèle tel qu'on est et non tel qu'on voudrait paraître. Mais alors, ce que nous nommons authenticité ne renvoie-t-il pas en fait à une vertu plus classique que nous connaissons bien, à savoir la sincérité ? Être authentique ne serait-ce pas tout simplement être sincère ? La sincérité est en effet la qualité d'une personne qui exprime ses véritables pensées et sentiments sans consentir à se tromper soi-même ni à tromper les autres. Selon La Rochefoucauld, la sincérité est une ouverture de cœur qui nous montre tels que nous sommes. C'est un amour de la vérité, une répugnance à se déguiser. La sincérité serait ainsi l'abandon des faux-semblants en vue de l'idéale coïncidence de la parole ou du geste avec l'être intime. On retrouve cet idéal de sincérité par exemple chez Montaigne, qu'on considère souvent comme le premier auteur à avoir placé ce souci au cœur de l'écriture de ses essais. Au moyen de l'écriture, l'auteur veut ainsi livrer au lecteur le fond de son être, comme il s'en explique dans la préface. « Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins. » Montaigne souhaite peindre son vrai moi, le mouvement de sa pensée tel qu'il se déroule en réalité, indépendamment du souci de se peindre. Il vise la parfaite coïncidence entre l'être et le paraître. Pourtant, on voit déjà poindre dans un tel projet au moins 2 difficultés que Montaigne lui-même aperçoit. En premier lieu, l'entreprise d'écriture du moi suppose qu'on fasse de lui un objet distinct et séparé, qu'on est capable de décrire, voire de définir, en le mettant à distance de soi. Et c'est ce recul sur soi qui garantit qu'on aura envisagé tous les aspects de son être sans en négliger aucun, et que la description sera fidèle à l'objet. Mais Montaigne prend progressivement conscience que le moi qu'il tente de décrire fidèlement n'est pas un objet fixe et déterminé offert à sa contemplation, mais que le travail d'écriture qu'il réalise le modifie lui-même. En effet, à mesure qu'il écrit, Montaigne se découvre, se précise, s'affirme, au point que le fait de se raconter le transforme radicalement. On peut ainsi dire que l'écriture se révèle constitutive du moi, comme le confirment ses propos, extraits du livre 2 des Essais. « Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi de couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à son auteur. » Écrire les Essais a donc transformé Montaigne, faisant de lui un homme autre que celui qu'il était avant de commencer ce travail. Mais si l'auteur a changé, ce que dit son livre de lui n'est-il pas périmé, dépassé, voire faux ? Ne décrit-il pas un Montaigne qui n'existe plus, qui a été ainsi l'espace d'un instant, mais qui ne l'est plus l'instant d'après ? Le moi est en effet une réalité temporelle, comme toutes les réalités de ce monde, qui change et évolue continuellement, alors que l'écriture inscrit dans la fixité les objets dont elle s'empare. Tout au plus pourra-t-on capter la vérité de l'instant, mais aucunement une essence immuable de notre être intime, raison pour laquelle Montaigne affirmera « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». En outre, pour pouvoir s'observer et se raconter, l'auteur en vient à se dédoubler. Il y a Montaigne qui écrit d'une part et Montaigne qui est décrit d'autre part.
Mais cette dualité vient d'ores et déjà corrompre le projet initial, qui consistait à se montrer en toute spontanéité, sans chercher à paraître autre que l'on est vraiment. Autrement dit, l'auteur se divise là où il ne faudrait être qu'un, et un fossé se creuse entre celui qui regarde et celui qui est regardé, ruinant par là même l'idéal d'une parfaite coïncidence avec soi-même. Ce n'est pas seulement que le désir de spontanéité et d'immédiateté se trouve contredit par la médiation réflexive de l'écriture, mais c'est aussi et surtout que le désir de sincérité requiert une nature simple, alors que celle de l'homme est double, du fait qu'il est conscient. Or, la sincérité ne peut se concevoir que si elle s'ignore, car on n'est jamais aussi sincère que lorsqu'on ne cherche pas à l'être, ce qui fera dire à Paul Valéry que quiconque s'affirme être sincère ne l'est déjà plus. Récapitulons ces deux difficultés qui sont liées. Premièrement, non seulement l'individu ne possède pas d'essence fixe et immuable, mais toute tentative pour dire ce qu'il est intimement le modifie lui-même. Deuxièmement, et ceci découle de cela, on ne coïncide jamais parfaitement avec soi-même, et toute volonté d'être sincère se trouve dès lors vouée à l'échec, car la sincérité suppose l'immédiateté d'un être un, et non la dualité de la conscience réflexive. Ce projet, qui consisterait à être parfaitement soi-même comme une table est une table, relève en fait d'une attitude particulièrement bien identifiée par Jean-Paul Sartre, qu'il nomme mauvaise foi, et qu'il oppose justement à l'authenticité. Alors, cela peut paraître au premier abord assez étonnant d'identifier sincérité et mauvaise foi. Au contraire, on aurait plutôt même tendance à dire que la sincérité, c'est la bonne foi, alors que la mauvaise foi désigne l'attitude de celui qui manque de droiture ou d'honnêteté intellectuelle. L'homme de mauvaise foi est celui qui, dans une discussion, refuse de reconnaître devant autrui qu'il a tort ou qu'il a commis une faute. Bref, il refuse d'admettre ce qu'il sait pertinemment au fond de lui-même. Si la mauvaise foi est bien en ce sens un mensonge à soi-même, on voit mal comment elle pourrait aller de pair avec la sincérité, qui, semble-t-il, exige au contraire l'honnêteté. Quelle attitude Sartre vise-t-il donc lorsqu'il emploie l'expression mauvaise foi ? Et comment peut-il affirmer que, je cite, « la structure essentielle de la sincérité ne diffère pas de celle de la mauvaise foi ». Il est nécessaire pour le comprendre de partir des fondements de l'existentialisme sartrien. Lorsqu'on considère un objet fabriqué, comme un coupe-papier, on peut distinguer d'une part l'essence de ce coupe-papier, ce qu'il est en lui-même, sa définition, c'est un outil qui sert à couper le papier, à décacheter les enveloppes, et d'autre part l'existence de ce coupe-papier. Il est là, présent sur ma table, présent effectivement dans le monde. Pour produire ce coupe-papier, un artisan s'est référé à l'essence du coupe-papier, qui détermine à la fois l'utilité de l'objet, l'ensemble de ses déterminations, et la technique de production adéquate pour faire venir à l'existence l'objet réel. Ainsi, on peut dire avec Sartre que dans le cas du coupe-papier, comme pour tous les objets fabriqués, l'essence précède l'existence. C'est-à-dire que l'idée, la définition de l'objet, est là pour orienter sa production, avant même que cet objet-ci ne soit présent dans le monde. En va-t-il de même pour l'homme ? À moins d'admettre qu'un artisan supérieur ne crée des hommes comme un artisan fabrique des coupes-papier, c'est-à-dire à moins d'admettre l'existence d'un Dieu créateur, ce que Sartre refuse puisqu'il est athée, il faut reconnaître qu'il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, c'est l'homme. Autrement dit, l'homme est un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept. Pour lui, l'existence est un fait originel, premier, inaugural, qui consiste à être jeté dans le monde, puis à se définir progressivement par ses actions, à être tel qu'il se sera fait. L'essence se réalise donc dans le temps de l'existence, par le faire, par l'action, par le projet. Au départ, donc, l'homme n'est rien, il est un néant, et ce qu'il est en tant qu'homme, il devra le construire tout au long de sa vie. Il se jette dans l'existence, comme dit Sartre, comme dans une aventure dont il est le héros, qui n'est pas encore écrite, et qui ne prendra son sens définitif qu'au moment de sa propre mort. Mais alors, si au départ l'homme n'est jamais rien de défini, s'il est ce néant qui a pour tâche de construire son être, on voit bien qu'il ne pourra pas être ce qu'il est comme le coupe-papier est coupe-papier, c'est-à-dire à la manière d'un être en soi. L'homme ne pourra pas être courageux, fidèle, musicien ou philosophe, à la manière dont un objet est ce qu'il est. En effet, le coupe-papier est coupe-papier, et non pas table ou crayon.
et il ne peut donc jamais être rien d'autre que ce qu'il est, car son essence est fixe et déterminée. Tandis que l'homme est libre d'inventer qui il veut être. Rien ne le détermine a priori à être nécessairement ceci ou cela. Il est ce que Sartre nomme un être pour soi. Par conséquent, on s'aperçoit que l'expérience la plus propre à la conscience est celle d'une perpétuelle non-coïncidence avec soi. Je suis ce que je suis, enseignante, nantaise, un peu stressée d'avoir à commencer cet abécédaire, mais je ne le suis pas totalement, pas parfaitement, pas adéquatement, car je ne corresponds jamais entièrement à mes déterminations. Je suis séparée d'elles par un rien, un néant, qui m'empêche d'être ce que je suis à la manière dont un objet est ce qu'il est. Et ce néant introduit en moi ce qu'on pourrait appeler du jeu, au sens où l'on dit parfois qu'il y a du jeu entre deux pièces d'un mécanisme qui ne coïncident pas parfaitement quand elles s'emboîtent. Il y a entre moi et moi-même une distance irrémédiable. Sartre résume cela en une formule pour le moins paradoxale, mais néanmoins éclairante. La conscience est ce qu'elle n'est pas et n'est pas ce qu'elle est. Or, la mauvaise foi est précisément une attitude de fuite contraire à l'authenticité qui consiste à nier cette dualité de l'être humain. L'homme de mauvaise foi est celui qui refuse d'assumer qu'il a à être ce qu'il est, puisqu'il ne l'est jamais déjà ni définitivement. Pour cela, il se réfugie au contraire dans une manière d'être qui lui donne la consistance et l'inertie des objets, qui lui permet d'être ce qu'il est, comme une table est une table. C'est le cas, par exemple, célèbre du garçon de café qui adopte tous les gestes et toutes les attitudes caractéristiques de sa fonction, au point de se croire absolument garçon de café, de faire comme si la condition de garçon de café constituait son essence, comme s'il ne pouvait être autre que garçon de café. Et c'est là le point commun qu'on peut enfin établir entre sincérité et mauvaise foi. Ces deux attitudes sont identiques dans le sens où la sincérité exige une adéquation absolue de l'être avec lui-même. S'avouer sincèrement amoureux, ou stressé, ou infidèle, c'est faire comme si on pouvait être amoureux, stressé ou infidèle, comme un coupe-papier est coupant, comme une table est lisse, ou comme un crayon est pointu. Tout comme la mauvaise foi, la sincérité vise donc à nous pétrifier dans l'être, nous qui ne sommes pourtant jamais rien de façon acquise ou définitive, puisque ce que nous sommes authentiquement, c'est ce que nous faisons. Le projet d'être tout à fait sincère est alors fatalement voué à l'échec, car le sens de ce projet, dit Sartre, est en contradiction avec la structure de ma conscience. Mais alors on peut se demander quel est le sens de ces attitudes. Qu'est-ce qui est visé, qu'est-ce qui est recherché lorsque nous nous efforçons d'être sincères ou lorsque nous adoptons une conduite de mauvaise foi? Pourquoi cherchons-nous ainsi à coïncider absolument avec nous-mêmes si c'est impossible? Pour le savoir, examinons de plus près une conduite de mauvaise foi. Imaginons un homme qui vient de commettre un adultère et qui avoue à sa femme qu'il l'a trompée. Que lui dira-t-il pour s'expliquer de son infidélité s'il est de mauvaise foi? Tout simplement qu'il l'a fait parce qu'il est infidèle, qu'il possède en lui cette caractéristique, qu'il reconnaît en même temps comme un défaut. Bref, que c'est dans sa nature d'être volage et qu'il ne peut donc pas s'en empêcher. Et donc, tout en reconnaissant sa faute, on ne peut pas nier qu'il fasse ici preuve de sincérité, d'honnêteté, il se débrouille en même temps pour ne pas en porter la responsabilité, puisque s'il est infidèle par nature, cela ne peut pas être par choix. Ce n'est donc pas délibérément et librement qu'il a trompé sa femme, mais tout simplement parce qu'il est frivole et qu'il n'y peut rien, sa nature infidèle lui imposant de multiplier les conquêtes. Finalement, la stratégie à l'œuvre dans la mauvaise foi est plus complexe que ce que nous en avons dit. L'homme de mauvaise foi ne vise pas seulement à se donner la consistance et l'opacité d'un être en soi, mais plutôt à se constituer comme ce qu'il est pour ne l'être pas. Ainsi, s'avouer infidèle, c'est à la fois se donner le caractère inanimé d'infidèle, comme si cette qualité participait de notre nature sans qu'on en décide, et s'évader en même temps de ce caractère pour le contempler et le juger. On tire ainsi mérite de sa sincérité en tant qu'être par-delà l'infidélité, qui ne peut donc pas être réduit à ce qu'il est, puisqu'il n'est pas un objet. En s'enfuyant dans la région de la liberté, on plonge en plein dans la contradiction inhérente à l'exigence de sincérité, se constituer comme une chose pour échapper à cette condition de chose. Et c'est précisément cette attitude que l'on peut qualifier d'inauthentique. Donc, ce que l'on fuit par la mauvaise foi, c'est tout bonnement sa propre responsabilité.
non seulement à l'égard de ses fautes, mais plus globalement à l'égard de tout ce qu'on est. On cherche à échapper au fait qu'on a à répondre de ce qu'on est, parce qu'au fond, on est bien celui qui se crée par ses actes. Or, c'est terriblement angoissant d'avoir à reconnaître que tout ce que je suis repose sur mes propres épaules, que je suis entièrement responsable de mon être. Cela signifie que je ne peux pas me décharger sur autrui pour l'accuser de m'avoir fait tel que je suis. Je ne peux pas non plus me reposer sur une essence déjà donnée, qui m'indiquerait simplement ce que j'ai à faire pour être celui que je suis. Ce serait pourtant bien plus facile. Le coupe-papier, lui, n'a pas à s'efforcer d'être un coupe-papier. Il l'est déjà. L'homme, au contraire, doit toujours œuvrer à la construction de soi, de son existence, et il est souvent découragé ou effrayé par cette tâche, au point de vouloir se voiler la face sur ce qu'il est vraiment, à savoir un être entièrement libre et responsable de ses choix. Or, on voit bien que la conscience engluée dans la mauvaise foi nie la vérité de sa condition d'être libre et ne parvient jamais à attendre vraiment ce qu'elle cherche. C'est pourquoi ce constant échec justifie le devoir d'arrachement à l'inauthenticité. En résumé, la sincérité comme la mauvaise foi est tout le contraire de l'authenticité. Mais alors notre question réapparaît, qu'est-ce qu'être authentique ? Qu'avons-nous à faire pour l'être ? Je répondrai à cette question en 3 points. Tout d'abord, si l'inauthenticité se caractérisait justement par le désir d'être, de posséder une essence définitive à la manière des objets, on comprendra que l'authenticité va se définir au contraire par le faire, par l'action. C'est pourquoi il faut d'abord prendre garde à ne pas interpréter l'authenticité comme un état opposé à la mauvaise foi, à l'inauthenticité, mais comme le mouvement par lequel le sujet s'arrache à celle-ci. Il ne s'agit pas vraiment d'un saut existentiel, mais plus exactement d'une tâche permanente. Sartre prévient ainsi son lecteur dans ses cahiers pour une morale : si tu cherches l'authenticité pour l'authenticité, tu n'es plus authentique. L'authenticité doit être arrachée au désir d'être et envisagée comme une conversion permanente, non comme un but qui pourrait être atteint définitivement. En résumé, l'homme authentique a remplacé le projet d'être, être écrivain, être musicien, être courageux, par le projet de faire, écrire des livres, jouer ou composer de la musique, faire preuve de courage dans les différentes circonstances de la vie. Par conséquent, et deuxièmement, l'authenticité n'est pas la recherche d'une nature humaine déjà existante, ni l'effort pour s'en rapprocher, mais elle est la considération que l'homme est la seule valeur positive qui puisse être proposée à l'homme. Cet homme, en tant que valeur, reste toujours à faire, toujours à inventer, et c'est pourquoi il n'a pas de contenu déterminé préalablement donné. C'est en ce sens que l'on doit comprendre la phrase que Sartre emprunte à Francis Ponge, qui dit que l'homme est l'avenir de l'homme. L'homme trouvera son authenticité non pas en se retournant vers lui, mais toujours en cherchant hors de lui un but qui est telle ou telle libération, telle réalisation particulière. Par son action dans le monde, l'homme se découvre donc à la fois créateur du monde et de lui-même. Il n'a aucun modèle exemplaire à suivre, parce qu'il est lui-même et personne d'autre, un individu singulier dont l'existence n'arrive qu'une fois. Être authentique, c'est donc s'inventer chaque jour. Enfin, la reconnaissance que c'est l'action qui nous définit pointe le caractère fondamentalement inachevé de l'existence humaine, dans la mesure où c'est seulement la mort qui met un terme à la constitution de soi. L'homme authentique est alors celui qui assume avec lucidité l'angoisse d'avoir à se faire jour après jour, tout au long de sa vie, en résistant à la tentation permanente de s'échapper vers le territoire paisible de l'en-soi. Seule la mort transformera son existence en destin, en récit achevé, et c'est uniquement à ce moment-là qu'on pourra dire qui il a été. Mais tant que l'homme vit, tant qu'il existe, l'authenticité demeure pour lui la fidélité à soi, en tant que réalité humaine, c'est-à-dire en tant qu'être d'inachèvement qui se définit par la liberté et par l'action. Je vous remercie.